Stephen King. Bazar. Premier tome. Mesdames et messieurs, écoutez, s'il vous plaît. Approchez-vous, que tout le monde puisse voir. J'ai une histoire à vous raconter. Et ce sera gratuit. Et si vous avalez ça, nous nous entendrons à merveille. Stephen Earle. Snake Oil. J'ai entendu parler de beaucoup qui s'égaraient, même dans les rues du village, lorsque les ténèbres étaient d'une telle épaisseur que l'on aurait pu les couper au couteau, comme dit le proverbe. Henry David Thoreau, Walden. Vous êtes déjà venu ici. Bien sûr, on vous y a déjà vu. Je n'oublie jamais un visage. Venez un peu par ici qu'on se serre la main. Je vais vous dire quelque chose. Je vous ai reconnu à votre démarche avant même d'avoir bien vu votre tête. Vous n'auriez pas pu choisir un meilleur jour pour revenir à Castle Rock. Est-ce que c'est pas chouette ici ? L'ouverture de la chasse est pour bientôt. Tous les fous seront dans les bois à fusiller tout ce qui bouge et n'est pas habillé en orange fluo. Ensuite ce sera la neige et le grésil, mais pas avant un bon moment. Pour l'instant, on est en octobre, et à Castle Rock, on laisse traîner octobre aussi longtemps qu'il veut. À mon avis, c'est la meilleure époque de l'année. C'est pas que le printemps soit pas extra ici, mais je préférerais toujours octobre à mai. Une fois l'été fini, le Maine occidental est comme qui dirait oublié. Et tous ces gens avec leurs villas au bord du lac ou sur les hauteurs sont repartis pour New York ou le Massachusetts. Ceux du pays les voient débarquer des guerrières tous les ans. Bonjour, 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 au revoir, au revoir, au revoir. C'est bien qu'ils viennent ici dépenser leurs dollars de la grande ville, mais c'est encore mieux quand ils repartent, parce qu'ils apportent aussi tous les mots de la grande ville dans leur bagage. C'est de ces mots que j'ai surtout envie de parler. Voulez-vous vous asseoir une minute ? Tenez, là, sur les marches du kiosque à musique, ce sera parfait. Le soleil est bon, et d'ici, en plein milieu du square, on peut voir à peu près tout le centre-ville. Faites gaffe aux échardes, par exemple. Ces marches auraient besoin d'un bon coup de ponçage et de peinture. C'est le boulot de Hugh Priest, mais il n'a pas encore décidé de s'y mettre. Il boit, vous comprenez ? Ce n'est un secret pour personne. On peut arriver à garder un secret à Castle Rock, mais c'est rudement difficile. Et cela fait un sacré moment que nous sommes beaucoup à savoir que le travail ne fait pas peur à Hugh Priest. Il cuve son vin à côté. Ce que c'est ce truc ? Ah, ce machin-là ! Eh, mon gars, c'est pas du joli boulot ? On peut voir ces affichettes partout dans la ville. Je crois que c'est Wanda Hemphill, c'est Don, son mari, qui tient le Hemphill's Market, qui les a placardées partout elle-même. N'ayez pas peur, on n'a pas à s'arroger le droit de coller des affichettes comme ça, jusque sur le kiosque à musique du square pour commencer. Nom d'un petit bonhomme, regardez-moi un peu ce truc. Les dés sont un jeu du diable qu'il y a décrit, en grosses lettres rouges, avec de la fumée qui en monte, comme si ça sortait d'un magasin de farce et attrape. Ah, je me dis que celui qui ne saurait pas à quel point Castle Rock est une petite ville endormie pourrait s'imaginer qu'on est vraiment devenu cinglé. Mais vous savez bien comment les choses se mettent à prendre des proportions aberrantes parfois dans des patelins comme ça. Et le révérend Willy a une araignée qui lui court au plafond ce coup-ci, c'est sûr. Les églises dans les petites villes... Je me dis que c'est pas la peine de vous expliquer ce qu'il en est. Elles se supportent les unes les autres, ou à peu près, mais on peut pas dire qu'elles en soient ravies. Ça se passe sans anicroche pendant un moment, puis voilà, une querelle éclate. Mais c'est une sacrée grosse querelle cette fois, et les esprits s'échauffent. Voyez-vous, les catholiques ont décidé d'organiser ce qu'ils ont appelé la nuit casino, dans le hall des Chevaliers de Colomb, à l'autre bout de la ville. Le dernier jeudi du mois, si j'ai bien compris, et les bénéfices serviront à réparer le toit de l'église, Notre-Dame des Eaux Sereines. Vous êtes forcément passé devant en entrant en ville, si vous êtes venu par Castleview. Une jolie petite église, non ? La nuit casino, c'est une idée du père Brigham. Mais en fait, les filles d'Isabelle... Mais si, c'est comme ça qu'ils appellent les femmes aux Chevaliers de Colomb. Ont pris la balle au bond et courent maintenant avec. Betsy Weig en particulier. Je crois que ça l'excite, l'idée d'enfiler sa robe noire la plus collante, et de tenir la table du blackjack ou de la roulette, et de dire « Les jeux sont faits, rien ne va plus !» Oh, l'idée doit leur plaire à toutes, je parie. Rien que des parties à 100 sous la mise. Peut pas trouver plus innocent, mais ça leur paraît tout de même un tout petit peu pervers. Sauf que pour le révérend Willy, ça n'a rien d'innocent, et que lui et sa congrégation trouvent que c'est bien plus qu'un tout petit peu pervers. Il s'appelle en fait le révérend William Rose, et il n'a jamais beaucoup aimé le père Brigham, qui le lui rend bien. En fait, c'est le père Brigham qui a commencé à appeler le révérend Rose Willy la moutardonnée,
Et le révérend le sait bien. Ce n'est pas la première fois que ça fait des étincelles entre les deux grands sorciers du coin, mais l'histoire de la nuit casino, les étincelles, je dirais, se sont transformées en feu de broussailles. Lorsque Willy a entendu dire que les catholiques avaient l'intention de passer la nuit à jouer à des jeux d'argent dans le hall des Chevaliers de Colomb, c'est tout juste s'il n'a pas cogné le plafond de son petit crâne en pain de sucre. Il a payé ses affichettes de sa propre poche, et ses Wanda Hemphill et toutes ses commères du cercle de couture qui ont été les coller partout. Et depuis, il n'y a plus qu'un endroit où les catholiques et les baptistes se parlent. Dans le courrier des lecteurs de notre petit hebdomadaire, où ils ne cessent de s'invectiver et de s'envoyer mutuellement en enfer. Tenez, regardez un peu là-bas. Vous allez voir ce que je veux dire. Ça, c'est Nan Roberts, qui sort de la banque. Elle possède le Nance Luncheonnet. Et je parie que c'est la personne la plus riche de la ville, maintenant que le vieux Pop Merrill est allé ouvrir boutique au grand marché aux puces célestes. Nan est baptiste depuis que Moïse a traversé la mer Rouge, au moins. De l'autre côté de la rue, c'est le gros Al Gendron. Il est tellement catholique qu'à côté de lui, le pape a l'air cachère. Et son meilleur ami, c'est qui? L'Irlandais Johnny Brigham soi-même. Maintenant, faites bien attention. Vous voyez comment il pince le nez? C'est pas un tableau, ça? Je vous parie une poignée de dollars contre un beignet que la température a baissé de 10 degrés quand ils se sont croisés. Comme sa mère le répétait tout le temps, il n'y en a pas qui rigolent plus que les gens. Sauf les chevaux, mais eux peuvent pas. Maintenant, visez-moi ça. Vous voyez la grosse voiture du shérif garée devant la boutique de vidéo? Dedans, c'est John Lapointe. En principe, il est là pour surveiller les excès de vitesse. Le centre est un secteur à vitesse réduite, en particulier à la sortie des classes. Mais si vous regardez bien, vous verrez qu'en fait, il regarde une photo qu'il a prise dans son portefeuille. Moi, je ne distingue rien d'ici, mais je le sais aussi bien que je sais quel était le nom de jeune fille de ma mère. C'est la photo qu'Andy Clutterbuck a prise de John et de Sally Radcliffe, à la foire de Freiberg, il y a à peu près 1 an. John la tient par les épaules, et elle serre contre elle l'ours en peluche qu'il vient de gagner au stand de tir. Ils ont l'air tellement heureux tous les deux qu'on se dit qu'ils vont éclater. Mais voilà, de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Et aujourd'hui, Sally est fiancée à Lester Pratt, l'entraîneur et prof d'éducation physique du lycée. C'est un Baptiste Bontin, tout comme elle. John n'a pas encore surmonté le choc de la rupture. Vous le voyez qui soupire à fendre l'âme? Il fait tout pour s'enfoncer dans une sacrée déprime. Il n'y a qu'un homme amoureux, ou qui croit qu'il l'est, pour pousser des soupirs pareils. Les ennuis et les problèmes naissent souvent des choses ordinaires, vous n'avez pas remarqué? De choses qui n'ont rien de spectaculaire. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous voyez ce type qui escalade les marches du tribunal? Non, pas l'homme en costard, ça c'est Dan Keaton, notre maire. Je veux parler de l'autre, le noir en bleu de travail. Eddie Warburton, veilleur de nuit du bâtiment municipal. Surveillez-le pendant quelques secondes et observez ce qu'il fait. Tenez, vous le voyez qui s'arrête en haut des marches et qui jette un coup d'œil dans la rue? Je vous parie encore plus de dollars contre encore moins de beignets qu'il regarde la station-service Sunoco. Elle appartient à Sonny Jacket, mais c'est la guérilla entre Eddie et Sonny, depuis que le noir, il y a 2 ans, lui a amené sa voiture pour que l'autre examine l'embrayage. Je me souviens très bien de cette bagnole. Une Honda Civic, sans rien de spécial, sinon qu'elle appartenait à Eddie et que c'était la première voiture neuve qu'il a achetée de toute sa vie. Et non seulement Sonny a salopé le boulot, mais en plus il a fait casquer un peu trop le pauvre Eddie. Du moins, c'est comme ça qu'Eddie raconte l'histoire. Mais pour Sonny, Warburton a voulu obtenir un rabais sur la facture, sous prétexte qu'il était noir. Vous voyez un peu le tableau? Toujours est-il qu'Eddie a traîné le garagiste devant le juge de paix. Le ton a monté. Tout d'abord dans le tribunal, puis ensuite à l'extérieur. Eddie a prétendu que Sonny l'avait traité de crétin de nègre. Et Sonny a dit qu'il ne l'avait jamais traité de nègre, mais que, quant au reste, rien n'était plus vrai. À la fin, aucun des deux n'était content. Le juge a fait cracher 50 dollars à Eddie, 50 de trop aux yeux d'Eddie, mais loin du compte à ceux de Sonny. Et pour couronner le tout, il y a eu un court-circuit dans la Honda Civic d'Eddie. Elle a pris feu et a terminé sa carrière à la casse, celle au bord de la route 5. À l'heure actuelle, Eddie roule au volant d'une Oldsmobile 89 qui pisse l'huile. Et on ne sortira jamais de la tête d'Eddie que Sonny aurait bien des choses à dire sur l'origine de cet incendie. Bon sang, les gens se marrent davantage que tout le monde, sauf les chevaux, mais eux ne peuvent pas.
Est-ce que ça ne commence pas à faire un peu beaucoup par ces chaleurs? Et pourtant, c'est juste la vie ordinaire d'une petite ville. Vous pouvez l'appeler Piton Place, Landerneau ou Castle Rock, rien que des gens qui mangent leurs patates et boivent leur café, et se parlent les uns des autres au creux de l'oreille. Il y a Sloppy Dodd, toujours seul dans son coin, parce que les autres mômes se moquent de son bégaiement. Myrtle Keaton, qui m'a l'air un peu abandonnée et désorientée, comme si elle ne savait pas très bien qui elle était ou ce qui se passait, tout ça parce que son mari, le type en costard que vous avez vu monter l'escalier derrière Eddie, lui paraît avoir un comportement bizarre depuis environ 6 mois. Vous voyez comme elle a les yeux gonflés? On dirait qu'elle a pleuré, ou mal dormi, ou les deux. Qu'en pensez-vous? Et voici Lénore Potter, toujours tirée à 4 épingles. Elle va certainement chez Western Auto, voir si son fertilisant organique spécial ne serait pas arrivé. Cette bonne femme a davantage de variétés de fleurs dans son jardin que Bic n'a de stylo à billes. Elle n'en est pas peu fière, laissez-moi vous dire. Elle n'a pas trop la cote auprès de ces dames de la ville qui la trouvent prétentieuse. Avec ses fleurs et ses permanentes à 70 $ qu'elle va se faire à Boston. Elle la trouve prétentieuse. Et je vais vous dire un secret, puisque nous sommes assis ici sur les marches bourrées d'échardes du kiosque à musique. Je crois qu'elles ont raison. Rien que des choses bien ordinaires. C'est ce que vous allez observer, je parie. Mais tous nos ennuis à Castle Rock ne sont pas ordinaires. Je me charge de vous le prouver. Ici, on n'a pas oublié Frank Dodd, le type qui faisait traverser les enfants et qui est devenu fou, il y a 12 ans, et qui a tué toutes ses femmes. Et on n'a pas oublié non plus le clébard, celui qui avait la rage et qui a tué Jock Lambert, puis le vieil alcoolo qui habitait à côté de chez lui. Et le maudit chien a aussi tué le brave vieux shérif George Bannerman. Aujourd'hui, c'est Alan Pangborn qui a pris la relève. Et c'est un type bien. Mais aux yeux des anciens de la ville, jamais il ne le sera autant que le gros George. Rien d'ordinaire non plus à ce qui est arrivé à Reginald Pop Merrill, la vieille fripouille qui tenait la brocante de la ville. L'Emporium Galorium, ça s'appelait. Juste à l'endroit où il n'y a plus qu'un terrain vague de l'autre côté de la rue. La baraque a brûlé de fond en comble il y a quelque temps. Mais vous trouverez des gens qui ont vu ça ou qui prétendent l'avoir vu pour vous raconter, après avoir descendu quelques bières au Mellow Tiger, que l'incendie qui a ravagé l'Emporium Galorium et entraîné la mort de Pop Merrill n'était pas un incendie tout à fait naturel. Ace, le neveu de Pop, prétend que quelque chose du genre histoire de fantôme est arrivé à son oncle peu avant sa mort. Un truc dans le style la 4e dimension. Évidemment, Ace n'était pas dans le secteur quand le tonton a mordu la poussière. Il achevait un séjour de 4 ans pour cambriolage à la prison de Shawshank. Tout le monde savait qu'Ace Merrill tournerait mal. À l'école, c'était déjà l'un des pires garnements que la ville ait jamais vus. Et on comptait bien une centaine de gosses qui traversaient la rue lorsqu'ils voyaient Ace se pointer vers eux, avec sa veste de motard pleine de quincailleries et de fermetures éclairs, et les fers de ses croquenots qui tintaient contre le trottoir. Et pourtant les gens le croyaient. Peut-être est-il vraiment arrivé quelque chose d'étrange à Pop Merrill ce jour-là. Peut-être ne s'agit-il que de commérages échangés chez Nance autour d'une pointe de tarte et d'une tasse de café. Il y a toutes les chances pour que ce soit comme dans le patelin où vous avez grandi ici. Des gens qui s'excitent sur la religion, des gens qui trimballent de bons gros mélos, mais aussi des secrets, des ressentiments. Et il y en a même qui racontent une apparition de fantômes de temps en temps. Par exemple, ce qui a pu se produire, ou ne pas se produire, le jour où Pop a passé l'arme à gauche dans sa brocante, histoire de pimenter un peu la morosité de leur journée. Castle Rock reste néanmoins une ville agréable où il fait bon vivre et grandir. C'est ce que proclame le panneau à l'entrée de la ville. Le soleil brille comme nulle part sur le lac et le feuillage des arbres, et par temps clair, on peut voir jusqu'au Vermont depuis le sommet de Castle View. L'été, les gens se disputent sur les articles du journal du dimanche. Des bagarres éclatent de temps en temps dans le parking du Mellow Tiger les vendredis ou samedis soirs, parfois même les vendredis et samedis. Mais la population estivale finit toujours par rentrer chez elle, et les bagarres tournent court. Castle Rock a toujours été un bon coin, et quand les gens commencent à devenir un peu pénibles, vous savez ce qu'on dit. Bah, ça leur passera. Ou bien, faut se faire une raison. Henry Beaufort, par exemple, en a marre de voir Hugh Priest donner des coups de pied dans le jukebox quand il est saoul. Mais Henry se fera une raison. Wilma Jerzik et Nettie Cobb se haïssent à mort. Mais Nettie se fera, probablement, une raison. Et quant à Wilma, la fureur est son mode de vie.
Le shérif Pangborn pleure encore la disparition de sa femme et de son plus jeune fils, morts prématurément, et d'une manière tout à fait tragique. Mais avec le temps, lui aussi se fera une raison. L'arthrite de Polly Chalmers ne s'améliore pas. En fait, elle ne cesse d'empirer, tout doucement. Et si elle n'arrive pas à s'en faire une raison, au moins apprendra-t-elle à vivre avec. Des millions d'autres l'ont fait. Nous nous cognons les uns aux autres de temps en temps, mais pour l'essentiel, les choses ne se passent pas trop mal. Du moins, ne se sont-elles jamais trop mal passées jusqu'ici. Mais je dois vous confier un authentique secret, mon ami. C'est surtout pour cela que je vous ai appelé, lorsque j'ai vu que vous étiez de retour en ville. Je crois que les ennuis, de vrais ennuis cette fois, ne vont pas tarder à commencer. Je le sens, comme je sentirais approcher au-delà de l'horizon une tempête hors saison, une tempête pleine d'éclairs. La dispute entre catholiques et baptistes à propos de la nuit casino, les gosses qui taquinent le pauvre Sloppy à cause de son bégaiement, John Lapointe et son mélo sentimental, le shérif Pangborn et son chagrin. Je crois que tout ça n'est que de la roupie de Sansonnet à côté de ce qui menace. Vous voyez ce bâtiment sur Main Street, celui qui est à 3 pas de porte plus loin que le terrain vague où se tenait autrefois l'Emporium Galorium, avec un auvent vert devant. Ouais, c'est bien ça. Les vitrines sont barbouillées au blanc d'Espagne parce que la boutique n'est pas encore ouverte. Le bazar des rêves, dit l'enseigne. Mais au fait, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Moi non plus je ne le sais pas, mais c'est de là que semblent venir mes mauvais pressentiments. Juste de là. Regardez la rue, encore une fois. Vous voyez ce petit gars, celui qui pousse sa bicyclette et qui a l'air de marcher en rêvassant aux choses les plus agréables du monde. Ne le perdez pas de vue, mon ami. Je crois que c'est avec lui que tout va commencer. Non, je vous dis, je ne sais pas quoi, pas exactement, mais observez ce môme, et traînez en ville pendant un moment. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, et si de drôles d'événements doivent se produire, ce serait peut-être aussi bien qu'il y ait un témoin. Je connais ce gamin, celui qui pousse sa bécane. Vous aussi, peut-être. Il s'appelle Brian... je ne sais pas trop quoi. Son père est installateur de portes et de menuiserie d'aluminium à Oxford, ou South Paris, il me semble. Gardez-le à l'œil, je vous dis. Gardez-le tout à l'œil. Vous êtes déjà venu ici, mais les choses sont sur le point de changer. Je le sais. Je le sens. Une tempête couve quelque part.